Bonjour Sylvain, actuellement comme vous l'avez compris détenu à la maison centrale de Arles, donc une longue peine. Je suis en état de récidive, je suis sorti la première fois après une très longue peine de 12 ans et demi effectuée, en fin de peine sans avoir obtenu d'aménagement, malgré tous les efforts que j'avais pu faire, et je peux vous assurer que j'ai toujours veillé à avoir une conduite exemplaire en détention, ce qui est aussi le cas cette fois-ci. Là, je suis dans ma 12e année de détention. Je viens de passer 10 ans en maison d'arrêt. Voilà. Et je suis ici pour témoigner pour les longues peines, ceux dont on ne parle jamais. On parle souvent des courtes peines. J'ai vu sur les journaux aussi qu'on parlait des moyennes peines, mais les longues peines, on a le sentiment que voilà, c'est un sujet tabou qu'il vaut mieux taire, comme s'il n'y avait pas de solution à trouver. Donc voilà, moi je pense que en fait, la prévention de la récidive, c'est une problématique à considérer dans son ensemble. Ça veut dire que la prévention de la récidive, ça commence dès l'entrée en prison, dès la préventive. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'on a des préventives qui sont beaucoup trop longues. Il faut que vous sachiez que le législateur a légalisé des détentions préventives qui peuvent, pour les longues peines, durer jusqu'à 10 ans d'incarcération. À partir de là, vous pouvez savoir tout ce qui peut en ressortir. Préventive trop longue, c'est l'épuisement personnel, l'épuisement des familles. C'est de la colère qui est générée, de la frustration, des humiliations qu'on doit supporter. Et c'est le désespoir qui naît en nous. Voilà. Tout ça, ça va à l'encontre de la prévention de la récidive parce que ça va à l'encontre de la désistance, c'est-à-dire ce renoncement volontaire à l'acte criminel. Ça empêche de prendre conscience surtout de la gravité de nos actes pour nos familles, les conséquences qu'il y a sur nos familles, qu'il y a sur les victimes. On n'en parle pas beaucoup, mais si on veut changer, il faut d'abord prendre conscience du mal qu'on a pu générer autour de nous. Et puis le mal qu'on se crée aussi à soi-même. Et ça nous empêche aussi de nous projeter dans l'avenir parce que dans ces années de préventive, vous combattez pour faire entendre soit votre innocence, soit pour vous expliquer, et en fait ça vous fatigue. Donc voilà, il faut que vous sachiez qu'il y a des lois qui invalident, à mon avis, totalement l'objectif de resocialisation, de désistance qui favorise la récidive et qui accentue le désespoir. Il y a des choses qui ne sont pas normales, comme la peine de sûreté aux 2 tiers. Des peines prononcées de sûreté aux 2 tiers, ça veut dire que la personne, le jour où elle va arriver à la fin de sa peine de sûreté, si elle a eu une conduite exemplaire, eh bien, le jour même, le jour de la fin de sa période de sûreté, elle sera libérée, sans avoir pu préparer sa réinsertion par des aménagements de peine, par des permissions, par de la recherche d'emploi, par toute autre chose. Donc les peines de sûreté, c'est vraiment un problème très très lourd. Vous avez aussi le quantum des peines qui est un autre sujet très grave parce qu'on a eu de cesse d'augmenter le quantum des peines en France et je ne vois pas comment on peut se projeter dans l'avenir avec des peines à l'infini. Moi j'ai été condamné 17 ans mais vous imaginez bien qu'en centrale j'ai fréquenté beaucoup de personnes qui ont des peines, sans parler des peines à perpétuité, des peines de 30 ans avec 2 tiers de sûreté, ils n'en voient pas le bout. Voilà. Donc il faut éviter aussi les sorties sèches. Ça, c'est un problème. Ensuite, il y a des obstacles, de difficultés supplémentaires. Notamment pour les longues peines, ce sont des aménagements de peine qui arrivent bien trop tardivement. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les temps d'aménagement de peine, vous avez beaucoup de difficultés à y avoir accès, quelle que soit votre conduite. C'est-à-dire qu'on voit parfois des invraisemblances qui sont très mal ressenties en détention. Vous allez avoir des gens qui ont pu avoir des problèmes en détention et qui vont accéder à des aménagements de peine, et d'autres personnes qui ont une conduite exemplaire et qui n'arriveront pas à accéder à ces aménagements de peine. Ça, c'est un véritable problème. Un aménagement de peine trop tardif, ça n'a plus de sens parce que le détenu, il est usé, il broie du ressentiment. Voilà. Il y a un problème, je crois, aujourd'hui, c'est que bien trop souvent, on en est encore au niveau des juges d'application des peines, à trop évaluer le risque de récidive, alors qu'on devrait penser aux facteurs de renoncement et de changement. Voilà. Il y a un dernier point aussi, les interdictions de séjour. Vous avez entendu à quel point il était important pour les gens qui étaient détenus d'avoir un soutien familial.
Et je vous prie de croire que les familles qui restent auprès de nous, elles ont beaucoup de force en elles, parce que, notamment maison d'arrêt, par les difficultés qu'elles ont parfois, qu'elles rencontrent pour venir nous voir, des transferts abusifs, des conditions de parloir vraiment très compliquées. On se demande bien souvent si tout n'est pas fait pour nous briser des liens avec nos familles, des gens qui sont les premiers à pouvoir nous montrer le chemin. Voilà. Donc ça déracine encore plus socialement. L'interdiction de séjour, se retrouver, avoir la crainte de se retrouver en dehors de son milieu social, familial, et au loin, sans atout et sans soutien. Voilà. La réinsertion, ça doit être de savoir donner du sens à la peine. Donner du sens à la peine, c'est, je pense, permettre plus avant de donner l'accès à des formations professionnalisantes. C'est-à-dire, vous savez très bien que bien souvent le niveau d'études en prison est assez faible, d'études ou de formation professionnelle, et c'est une crainte pour beaucoup de retrouver la vie active sans avoir les capacités professionnelles de se retrouver dehors avec une possibilité de travailler dans un milieu donné. Donc les formations professionnelles, il faudrait, je pense, à mon avis, beaucoup tabler là-dessus. Avec voilà. Ce travail, ça restaurera la confiance en soi déjà, c'est un point très important. Ça donne des outils, ça permet de se projeter dans l'avenir, de former à long terme un projet. Voilà. Ensuite, il y a ce qui est certainement le plus important, c'est préserver les relations familiales dans des conditions de respect et de dignité. Ce qui est étonnant à constater, pour moi qui ai connu beaucoup d'établissements pénitentiaires, c'est que bien souvent, les conditions les plus dures, vous les vivez en maison d'arrêt. Donc, dans une situation bien souvent où vous êtes en état de préventive, et donc présumé innocent. Et on vous fait supporter des conditions de détention qui sont exécrables. Voilà. Et quand vous arrivez en établissement pour peine, donc tout n'est pas noir, hein. Il y a beaucoup de gens sur qui on peut se reposer, notamment les CIP, on vient d'en parler. Quand vous arrivez en établissement pour peine, vous avez souvent des conditions qui sont bien meilleures. Pourquoi les conditions sont si difficiles quand on est présumé innocent? Voilà, ça, il faudrait peut-être se pencher sur ce problème-là. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un jugement rapide qui permette à tous les acteurs de travailler dans le même sens. C'est-à-dire que je pense qu'une piste essentielle qui doit être suivie, c'est en plus de la bonne volonté et des moyens qu'on espère voir qui soient donnés, des lois qui soient changées, c'est qu'on puisse tous travailler dans le sens du changement. Donc, qu'il y ait comme un contrat moral qui soit effectué, donné entre les détenus, entre le juge d'application des peines, entre les représentants des CIP et avec l'administration pénitentiaire à mettre en avant. Parce que chacun, si le but est de prévenir la prévention de la récidive, il faut que chacun y participe volontairement et avec beaucoup de force. Et ça pourrait se faire sur le fait d'avoir des objectifs à atteindre, des formations, se lancer dans des formations professionnalisantes, dans des études, avec des rencontres annuelles avec tous les acteurs pour voir où c'est qu'on en est. Et que si les objectifs sont atteints, à terme, dans les temps de la libération conditionnelle, les gens aient l'assurance d'obtenir ces libérations conditionnelles. Pas qu'ils aient l'espoir d'être toujours rejetés, mais de vraiment les obtenir. Je pense que là, vous avez une piste à suivre qui pourrait être intéressante parce que moi, j'ai pu constater que les plus durs, quand on commence à leur tendre la main, il n'y en a pas beaucoup, je dirais même qui n'existent pas, ceux qui, à un moment, n'ont pas envie de changer et de retrouver une vie normale. Donc ça,